Salut Joselito. Salut Philippe. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? J'étais malade. Regarde, ceci est une feuille de soin pour ceux qui connaissent pas. En France, il y a des feuilles de soin. Euh, J'avais pas vu ça depuis longtemps. Ah, t'as vu? T'avais pas vu ça depuis longtemps parce qu'on a des feuilles de soins électroniques en France. Et par contre, c'est quand même un truc génial. Non, ben, j'ai plein de sujets. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là, t'as passé je sais pas combien de semaines en vol. J'attendais que tu atterrisses pour qu'enfin on puisse discuter un peu. J'ai plein de sujets pour toi. Et en fait, il y a un truc qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette petite carte-là, si tu l'oublies en France et que tu vas chez un médecin, eh ben, en fait, tu te retrouves avec ce papier-là. Et avec ce papier-là, tu dois évidemment complètement le remplir. Donc ça veut dire reporter les informations qu'il y a sur cette carte-là et te déplacer pour aller dans une boîte aux lettres, pour mettre ça, pour la sécurité sociale qui va traiter ton truc. C'est une galère totale alors qu'en fait, on a tous un smartphone. On peut payer avec un smartphone. On peut payer des trucs même d'un certain montant. Si tu n'es pas dans une banque française, en tout cas, tu peux claquer plus de 50 balles avec ton téléphone. Et voilà. Et il y a ça d'un côté, Je crois que j'ai fait des sans contact de 700 euros dans certains pays. avec une banque française. Ah bah voilà. Ah non, bah moi aussi, là, j'ai acheté 5000 euros de matos. Quand j'ai acheté une partie de mon Leica, je l'ai payé en CB. Le type, il a craqué, il m'a dit, ça va jamais fonctionner. Je lui ai dit, bah, il y a des pays où tu as le droit de dépenser l'argent que tu gagnes comme tu as bien envie. Il était là, il me dit, mais vous êtes sûr? Je dis, bah, vas-y, on teste, puis sans contact. Hein. Il me dit, putain, ça marche. Je dis, bah ouais, je me suis autorisé. Comment vendre Revolut rapidement, tu sais, par exemple, ou d'autres. Anyway, et en même temps, alors tu vois, il y a ça. Il faut que je te raconte tout parce qu'il y a ça. Et comme j'étais vraiment pas bien, j'ai une petite tension, j'ai un 10, moins de 10, 6 de tension, enfin, je sais pas pourquoi. Anyway, et j'avais mal au crâne, etc. Ouais, j'étais vraiment flagada. J'ai maté plein de reportages et j'ai pensé à toi, très fort, parce que je me suis fait la remarque suivante. J'ai vu un excellent reportage sur Johnny Ive, Sir Johnny Ive, qui est le Chief VP Senior Designer chez Apple. Et Il est encore là? Non, il a fini. il est parti. Il a fini. Il a fait son job. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il était là avant que Steve Jobs ne revienne. Donc Steve Jobs est parti. Quand Steve Jobs est revenu, il était déjà là, en fait. Il était dans le studio de design d'Apple. Donc c'est pas Steve Jobs qui l'a recruté. Et en fait, quand Steve Jobs Parce est qu'il n'était arrivé... pas là quand Steve est parti. Non, non, il est arrivé Il entre est deux, rentré en entre fait. deux. Il a été recruté. Un de ses premiers trucs, c'est un stylo. Un de ses premiers objets, c'était un stylo. Stylo Apple. Il a bien travaillé son. C'était pas un stylo Apple, non, non, c'était un stylo pour Ah, ok, ok. un autre truc de design. Son papa était un grand designer, en fait. Donc, et ça vient pas de nulle part. Et il s'est aperçu que les gens aimaient bien jouer avec les Regarde ce que stylos. je suis en train de faire. Voilà, non mais c'est pour Je ça suis que je pas pense, je t'ai couleur, dit, j'arrête pas de penser à toi. Et en fait, il a mis au bout du stylo, il a un nom, le X25 ou machin, faudra checker. Il a mis une petite boule pour que les gens y jouent en fait. Donc Jobs to be done, il avait déjà bien maîtrisé parfaitement le concept. Et en fait, il était là chez Apple et le gars, quand Steve Jobs est revenu, il est tombé sur lui, il est rentré dans le studio de design, il a dit what the fuck, c'est avec toi qu'on va bosser et tout. Voilà. Et il est arrivé au bout de son truc, c'est pour ça qu'il s'est barré. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pour nous tous, c'est Steve Jobs qui a fait Apple, tu vois. C'est lui qui s'est approprié complètement l'histoire. Et en fait, tu t'aperçois que le succès d'Apple tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a bien sûr Steve Jobs, il y a Steve Wozniak, et il y a Johnny Ive. Et pour le grand public, on le connaît moins. Il y a eu un autre truc aussi, j'ai regardé beaucoup de reportages, il y a eu une série très très intéressante sur les exoplanètes et notre capacité à aller visiter l'univers et voir s'il y a de la vie ailleurs, etc. etc. Et il y a un truc qui m'a marqué en fait, c'est-à-dire que j'ai vu des hommes et des femmes, c'est une longue série de 4 épisodes, c'est bien foutu, et il y a eu plein de reportages sur l'espace, etc. Et il y a la NASA, le JPL, l'ESA, il y a plein de chercheurs dans le monde qui travaillent sur Mars
Et pourtant, c'est Elon Musk qui s'est approprié c'est moi qui vais emmener l'humanité sur Mars. Rien du tout, il va rien emmener sur Mars tout seul, il va rien faire de ses petites mains, et c'est normal, il peut pas. Et j'ai été fasciné de voir que dans les deux cas de figure, en fait, deux individus s'approprient une histoire, et d'une certaine façon, en fait, tu te retrouves avec c'est Steve Jobs qui a fait l'informatique d'aujourd'hui. Pour le grand public, hein, si tu gratouilles pas, etc. C'est Elon Musk qui va emmener l'humanité sur Mars. Il y participe, hein, il fait les fusées, hein, mais c'est pas du tout lui qui va emmener l'humanité sur Mars. Il est loin de le faire, ni ses entreprises. À part SpaceX, en fait, c'est pas Tesla qui va emmener l'humanité sur Mars. Et il y a un autre sujet aujourd'hui qui est super intéressant, c'est l'IA. Alors, ça me choque parce que je vois ce bordel et je me dis, et en même temps, il y a des grands sujets aujourd'hui sur l'IA, sur l'éthique autour de l'IA. Et comme je n'utilise pas quotidiennement, enfin très consciemment comme toi tu le fais avec ChatGPT, je n'utilise pas l'IA au quotidien, pas plus que ça en vrai. Et donc je t'ai sous la main, j'en profite. Et je vois ce sujet qui, moi, m'intrigue en fait de qui va prendre le leadership sur l'histoire, sur le narratif de l'IA. Les États-Unis ou l'Europe. Il y a un truc qui me saoule en fait parce que je vois aujourd'hui comment on est tous en train de s'exciter avec ça et s'exciter dans le bon sens, hein, c'est très positif. Et en même temps, j'ai mes copines marketeuses outre-Atlantique qui aujourd'hui te disent coucou, le search génératif est là, il y a plein de trucs qui sortent, c'est tous les jours que Google est en train de tout bousculer, le SEO va être bousculé, le content marketing va être bousculé. Et nous, en Europe, on fait des prompts. On fait des prompts parce qu'on n'a pas accès à tout le reste, en fait. Et je me dis, merde, les gars. Tu vois, il y a à la fois des trucs très concrets que tu vas nous montrer, toi, sur des prompts, parce que tu l'utilises tous les jours. Je suis toujours très curieux de ce qui se fait au quotidien. Et en même temps, j'ai cette espèce de truc où je me dis, OK, il y a toute une histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Moi, je trouve ça génial. Hein. Je suis vraiment ravi de vivre dans cette époque-là parce que j'ai écouté un historien qui expliquait je digresse, mais c'est très intéressant, le rapport entre Gutenberg et l'IA, en fait. Parce qu'on se dit, mais tu places ce truc-là à quel niveau d'évolution, Internet, l'IA aujourd'hui, etc. Et il y a un historien qui... Il expliquait ou il partageait son avis? Il partageait son avis en disant que pour lui, en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à propos de l'IA, c'est du même ordre que l'imprimerie, avec Gutenberg. Et son interrogation était assez intéressante, puisqu'il dit, finalement, Gutenberg, le mec est brillant, il cherche à faire de la thune, normal, c'est un entrepreneur, jusque-là, tout va bien. Et en plus, quand même, il a cette vocation de dire... Je prends la Bible parce que je veux diffuser la Bible au plus grand nombre. Avec une volonté assez... Et où parce que c'est pas forcément controversial. Remarque, si à l'époque ça devait être plutôt controversial. C'était après la Réforme? Non, justement. C'est ça qui est intéressant. C'était pas commencé? Non, c'est avant. Donc ça a permis la Réforme. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour Gutenberg, il y avait quelque chose de très positif, qui est de dire, OK, les gars, on va diffuser la Bible au plus grand nombre. Donc, il y aura de plus en plus de croyants, etc. C'est une bonne chose. Et résultat, ça crée beaucoup de tensions, ça crée des problèmes avec Martin Luther, etc., etc. Plus il y a de gens qui participent au truc, et on arrive d'une façon, alors je raccourcis un peu le truc, mais à la guerre de 30 ans. Donc, ce qui est quelque chose de positif. Et aux guerres de religion en général. Aux guerres de religion en général. Donc, ça crée des effets négatifs. Et aujourd'hui... Même, pour dire, lire la Bible, c'était pas vraiment dans la culture catholique ou dans la religion catholique même. On lit pas la Bible. Donc pourquoi imprimer et diffuser la Bible en fait dans un contexte où la réforme n'est pas encore faite? C'était ouvrir une boîte de Pandore et lancer la possibilité de la réforme qui pour le coup a introduit la lecture de la Bible par le croyant commun. C'est en ce sens-là où il met l'IA aussi là-dedans, en disant on a ouvert une boîte de Pandore. D'une façon ou d'une autre, il n'y a pas
J'écoutais une députée européenne qui disait oui, vous inquiétez pas, on va contrôler le truc. Tout est sous contrôle, rassurez-vous. On va pas faire comme en Chine, on va pas faire de la reconnaissance faciale, juste pour un truc, mais pas pour l'autre. En Chine, tout est sous contrôle. C'est bien. Tout est sous contrôle. Et tu avais un philosophe qui lui disait non, ma chérie, détends-toi du sgeg, ça va pas se passer comme ça. Tu vas rien contrôler du tout. Tu vas pas pouvoir mettre ça dans la boîte en disant ok, cette partie on garde, cette partie on garde pas. Ça va être très compliqué. Et en fait, c'est intéressant pour moi en fait de me dire ok, je suis très curieux. Je trouve ça fascinant. La capacité, j'admire hein, la capacité d'un Elon Musk à s'approprier, comme un Steve Jobs, à s'approprier tout un pan de quelque chose où il est très peu concerné en fait. C'est à la marge d'une façon ou d'une autre et c'est normal. Il peut pas tout faire. Tu peux pas. Ouais, bon. Alors j'aime bien les intros où je coupe pas, mais du coup ça fait un sacré backlog pour la suite parce que là il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Donc et en même temps, c'est très riche comme sujet. Ouais, j'ai envie de parler de ça. C'est le sujet de l'influence des leaders, du débat, tu sais, de la théorie des grands hommes, etc. Et donc là il y a quand même énormément à dire. Première question, parce que quand tu m'as dit j'ai regardé plein de documentaires, j'ai toujours envie de te taquiner sur Arte, et les gens qui boivent leur urine et tout ça. Déjà, est-ce que c'était des documentaires francophones ou anglophones? Ah, pas que francophone, anglophone. Là, le Steve Jobs et le Elon Musk. Ah, alors, ça, non, c'était très. Alors, le Steve Jobs et Johnny Ive, en fait, c'est un Français qui fait des vidéos assez sympas, qui reprend toute une histoire, en fait, donc qui français, se documente. Et l'autre, celui sur Mars? Ah, les deux. J'ai regardé plein de choses, en fait. Non, pas français. Les deux étaient en français? Non. Lequel des deux était en français? Non, tout ce qui concerne en fait. Alors non, tout ce qui concerne l'espace, c'est un mix. J'ai regardé des trucs sur YouTube. Okay. J'ai regardé. Donc c'est un peu ta conclusion à toi. C'est ma conclusion. De dire que c'est de l'appropriation de narratif, etc. Okay. Oui. En fait, dans les deux cas, ce qui m'a choqué, c'est de voir deux grands hommes, des individus brillants, d'accord. Tu fais pas ce que fait Elon Musk ou Steve Jobs sans être quelqu'un de brillant. Enfin, pour moi, il y a pas de sujet. Le sujet, il n'est pas là. C'est de se dire, ok, les gars se sont appropriés quelque chose et on en fait quelque chose de plus intéressant, de plus grand. Tu vois, dans mon propos, il n'y a pas. Ouais, Steve Jobs, c'est un vilain. Il y a un mec qui est brillant, il s'appelle Johnny Ive. Il a pris tout son travail. Il a dit, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Parce que ça sonne comme ça. Non. Et je pense que ça peut être facilement reçu comme ça. Et c'est très important comme nuance. Et je vais rentrer dans le détail avec des chiffres, etc. Parce que il y a la réalité des faits, il y a le leadership, il y a les histoires, il y a comment les histoires servent le leadership et comment le leadership donne vie à des choses qui n'auraient pas arrivé, qui seraient pas arrivées autrement. Et des choses qui ne seraient pas arrivées autrement. Si derrière on vient en disant c'est pas lui qui va alors qu'en fait ces choses-là ne seraient pas arrivées sans l'influence de ce leader, c'est mettre le doigt au mauvais endroit, je pense, parce que ça lance ce feeling de il s'est approprié quelque chose qui aurait lieu de toute façon, etc. Alors qu'en fait non, c'est des gens qui ont pris en main un narratif parce qu'ils l'ont trouvé important et dont l'action a changé l'échelle et la vitesse des choses, voire le cours des choses, pour finalement donner vie à un narratif qui leur préexistait. Mais ils se sont pas appropriés quelque chose qui fonctionnait déjà. Ils ont eu une influence, et après, tout le jeu, ça peut être de creuser et d'essayer de définir quelle influence ils ont eu. Mais ces influences-là, elles sont réelles. Et on peut le faire là dans les deux cas. Donc on va le faire vite fait parce que c'est important. Ouais, non, t'as raison. Si on prend Steve Jobs, je vais suivre l'ordre des exemples que tu as donnés. Steve Jobs, je pense qu'il a changé l'informatique individuelle. Il l'a fait comment? Il l'a fait en sélectionnant Johnny Ive, en créant le bon contrat avec Johnny Ive, en ayant Johnny Ive 20 ans dans l'entreprise, en lui donnant le bon niveau de pouvoir, en prenant les décisions difficiles que ses concurrents n'ont pas prises, en collaboration avec Johnny, etc. Ça, c'est sûr et certain. Et l'informatique individuelle n'a pas exactement le visage qu'elle aurait eu sans un Steve Jobs. Évidemment, l'informatique individuelle était probablement dans l'ordre des choses, mais ça aurait pu être très différent. SpaceX, c'est encore plus intéressant.
tu peux le retourner. Pourquoi SpaceX a été créé? Parce que Musk, qui venait de faire quelques 150, 200 millions, s'est dit, bon, ça, on est où, Mars? Tu sais, un peu comme nous tous avec Science et Vie. Et il regarde et il n'y a rien. Mars, tout le monde a laissé tomber. Il n'y a plus de Mars. Aucun programme de la NASA pour aller sur Mars. Il y a 20 ans. Musk, choqué, se dit, bon, bah, j'ai des sous, j'aime bien l'espace, je vais raviver la flamme. Donc il n'a pas dit, je vais m'approprier un narratif. Il a dit, je vais relancer un narratif qui est mort et c'est bien triste. Et il commence à chercher comment envoyer une petite serre sur Mars pour que les gens voient du vert sur un fond rouge, en gros. Et SpaceX est né de ça. Il s'est dit, enfin, il a commencé à essayer d'acheter une fusée, de créer le petit programme. C'était juste de la pub pour la recherche spatiale. Et en faisant ça, il a découvert que les fusées c'était n'importe quoi. Et de fil en aiguille, il s'est dit, vas-y, on va faire une fusée. Et il a trouvé un mec qui faisait des moteurs, il l'a embarqué. Et pareil, tu pourras te dire, il s'est approprié John Mueller, etc. Et de fil en aiguille, on arrive aujourd'hui, on arrive à quoi? On arrive en 2023. Alors, c'est peut-être pas lui qui va aller sur Mars, mais en attendant, enfin, qui va emmener l'humanité sur Mars, mais en attendant, c'est lui qui a des plans pour. Et c'est lui qui a fait une différence quantitative dans ce chemin-là. Donc, on parlait plus de Mars il y a 20 ans, maintenant on en parle. Mais au-delà d'en parler, quand je parle de différence quantitative, c'est quoi? Les tonnes de matériaux envoyés aujourd'hui en orbite en 2023 sont réparties de la façon suivante. Si on poursuit les chiffres qu'on a là aujourd'hui au mois d'août, 90% pour SpaceX, 8% pour la Chine, et le reste, un peu tout le monde, États-Unis, Europe, etc. Et ce tonnage total en orbite cette année n'aurait probablement pas du tout été le même s'il n'y avait pas eu SpaceX fondé il y a 20 ans. Donc est-ce qu'il va emmener l'humanité sur Mars? On n'en sait rien. Et c'est même pas possible de dire non, il va pas emmener l'humanité sur Mars. Parce que si quelqu'un divise par 10 ou par 100 ou par 1000 le coût de la mise en orbite d'1 kilo, tout en développant le narratif de il faut aller sur Mars, il faut que l'humanité soit sur plusieurs planètes, on peut pas rester sur une seule planète, etc. Si personne ne fait ça, on va pas du tout sur Mars. Donc de fait, et du point de vue des idées et du point de vue de la technologie, le travail de ce leader nous amène vers... Donc est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Mais est-ce que ça va pas arriver? T'en sais rien non plus. Donc voilà, je me méfie vraiment de ce discours et je pense qu'il faut se poser et dire ok, que font ces leaders? Quel est leur rôle? Et qu'est-ce que nous on doit faire face au leadership? Et qu'est-ce que nous on doit faire comme leadership à nos toutes petites échelles? Parce que c'est aussi ce qu'on fait à l'échelle d'une entreprise. Je sais pas, si on dit ok, on crée des boîtes, il y a 10 ans on crée nos boîtes en full remote, c'est une forme de leadership qu'on a prise en disant bah oui, on peut le faire, on va essayer. C'était pas évident. Donc c'est pas nous qui avons créé le full remote pour le coup parce qu'on le fait à notre petite échelle. Mais quand à l'échelle de la planète, tu fais 90% de la masse en orbite et que cette masse est x3, x4 ce qu'elle était il y a 5 ans, tu peux commencer à dire que l'impact il n'est pas virtuel et qu'on n'est pas dans de l'appropriation de narratif. On est dans l'utilisation du narratif. Le narratif est un outil de leadership, c'est même la base de... Écoutez Harari qui est ressorti de son trou pour aller chez Lex Fridman il n'y a pas longtemps, qui explique très bien comment le narratif est l'outil qui permet à l'humanité de s'affranchir de la sélection naturelle par les gènes et peut-être de trouver une autre forme de sélection à l'échelle du groupe et à une échelle qui est quasiment infinie. Puisque vous pouvez avoir 1 milliard de gens qui ont la même religion ou la même croyance dans le progrès, etc., et qui agissent en conséquence d'une façon qui n'est pas directement avantageuse à leur gène, et qui donc crée une sélection de groupe. Est-ce que... Ah, c'est cool, merci, t'as reprécisé t'as resserré ma pensée, c'est cool. Est-ce que dans le même ordre comme on dit à la télé, je peux pas te laisser dire ça, José Lito. Non, mais c'est intéressant parce que c'est mon propos en fait. Il y a un Steve Jobs qui a emmené plus loin l'informatique individuelle, d'accord? Il y avait IBM, qui a façonné son visage, c'est-à-dire Bill Gates, etc. Qui l'a façonné. La logique des interfaces visuelles, ça doit être simple, ça doit être clair, ça doit être confortable, ça doit être de l'équipement. Pour moi, c'est le gars qui a été capable de faire un choix stratégique, de dire dans une boîte d'ingénieurs, le design va être au-dessus de tout. Tu vois, et ce choix, faut le tenir. De la même façon qu'un Elon Musk aujourd'hui
tient ses choix en disant, ok, c'est ce que tu dis, on va sur Mars, fin de l'histoire. T'y crois. C'est pas le sujet, on s'en fout. C'est on y va et on va tout faire pour et on va pas lâcher. Les choix techniques et économiques qu'on fait, elles sont dans cet angle. Donc on fait des choix qui peuvent paraître irrationnels, mais qui, placés dans cette vision de très long terme, deviennent rationnels. Et ça a un impact phénoménal en fait, et sur l'entreprise à toutes les échelles, et sur l'humanité, la société, les cultures, etc. Et il faut lire. Je te rejoins vraiment parce que j'ai donc ma question aujourd'hui qui est de dire est-ce qu'on a déjà, de ton point de vue, pour moi tu es quelqu'un qui creuse plus l'IA que moi en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un aujourd'hui qui aurait ce même leadership sur cette thématique? J'ai pas le sentiment, en fait, je vois qu'il y a Facebook, Google, il y a les GAFAM évidemment qui sont dessus. Il y a au niveau mondial, oui, les États-Unis, l'Europe et le bloc Asie qui est sur le sujet. Chacun y va à sa manière. Tu vois, j'ai vraiment pas de dire. Il y a un truc très intéressant sur l'IA qui est les gens qui avaient le leadership de la parole, pour avoir en général eu un leadership technique à une époque. Je pense à Ray Kurzweil. C'est pas quelqu'un qui n'a fait que parler. Hein. Il a créé de la reconnaissance vocale, des choses comme ça, notamment ou synthèse vocale pour les personnes non-voyantes, pour les aveugles. Il a créé des choses comme ça, donc c'est un homme de technologie. Mais bon, je pense, c'est pas Elon Musk, il n'a pas envie de bosser jour et nuit pendant 30 ans d'affilée, donc c'est pas Steve Jobs non plus. Il est un peu inspirant par ses idées un peu extrêmes, mais il n'a pas la capacité de synthèse et d'enthousiasme d'un Steve Jobs. Et donc c'est quelqu'un qui s'est plus placé ensuite comme consultant / comme on dit, évangéliste, vulgarisateur, tout ce que tu veux. Donc finalement il reste un petit peu, je vais pas dire confidentiel, mais il n'a pas bénéficié. Tu vois là, l'IA est en train d'exploser et tu vois pas Kurzweil retrouver quoi que ce soit. À côté, tu as des travailleurs de fond type Wolfram qui reviennent en grâce, parce que ce qu'ils font depuis 30 ans, finalement, va être plutôt un bon match avec l'IA. Et ils ont aussi l'humilité de s'intégrer au mouvement. Tu vois, quand j'ai vu le truc exploser, j'ai dit, tiens, alors ça va être intéressant de regarder Wolfram. Soit il va prendre la vague et il va travailler avec, il va rester humble. Soit, parce que j'avais un peu l'image d'un génie obstiné qui reste bloqué dans ses idées, tu vois. Et ce qu'il fait pouvait paraître un petit peu en opposition à l'IA. Donc j'ai dit, soit il va persister dans son truc et dériver en mode, tu sais, un peu à la Raoult, s'obstiner dans l'erreur, soit il va s'intégrer, et voilà. Et donc il s'avère que c'est option 2, je le connaissais pas bien, hein, donc j'avais un peu cette image, mais je savais que c'était peut-être biaisé, donc je pense qu'il a de l'ego, mais pas à ce point-là, pas au point d'être bête. Il est plus intelligent qu'égotique. Et donc, de fait, il est en train là de s'intégrer dans l'IA, il est revenu. Par contre, il n'a pas de discours, si tu veux, prophétique. Donc, il n'emmène pas vraiment les gens avec une vision. Après, des gens avec une vision, il y en a un qui n'est pas très bruyant, qui est celui de Stable Diffusion. Mais c'est un niveau de vision à la... ok, Stable Diffusion, j'ai oublié le nom du gars. Stable, je sais ce que c'est, mais le personnage, je ne le connais pas. Donc, lui, il a une vision qui décrit, qui est claire, qui est parlante. Comment il dit ? J'ai oublié. Bon, il décrit sa vision, elle est relativement claire, pas au point que tu vois, je puisse te la ressortir là sans y avoir pensé depuis un moment. Donc voilà, il fait pas beaucoup de bruit, mais il bosse en même temps, donc il crée et il a la vision. Donc il a une chance, mais on le voit pas tant que ça. Ensuite, il y a OpenAI, pareil, Sam Altman, il a aucun charisme. Donc il a une vision qui est assez claire. Il dit bon bah il y aura, ça va être long, ça va être dur, mais le coût de l'intelligence va continuer à baisser, voilà. Et nous on est un acteur. Et de fait, très bon acteur. Ils ont amené des percées, ils travaillent bien. Et, au passage, c'est Elon Musk qui a lancé OpenAI. Hein. Donc Sam Altman, il est là, il a son narratif, il n'a pas la puissance en tant qu'humain pour l'emmener, il a la puissance technique. On va voir. Ensuite, il y a Elon Musk qui a lancé OpenAI justement sur un mode. Donc lui, il a cette puissance prophétique. C'est le meilleur à ce jeu-là, hein, parce qu'il y croit. Il est dedans. Il voit les choses et
à sa façon, avec ses filtres, et sa capacité technique derrière. Et il est persistant, enfin, il change pas trop d'avis, quoi, tu vois, dans la durée, il se tient, il est cohérent. Et il est cohérent aussi parce qu'il part des principes premiers, etc. Et donc, lui, ça fait 15 ans qu'il dit, attention, l'intelligence artificielle, c'est pas de la blague, pas le prendre à la légère, c'est comme l'aérien, mais pire, c'est comme la bouffe, mais pire, on a FDA, on a, comment ça s'appelle, régulation des transports aériens, j'ai oublié le nom. Il faut une autorité de régulation. Donc, pour le coup, il fait son européen, tu vois, mais il le fait pas à l'européenne. Il dit juste il faut une autorité de supervision parce que c'est une technologie qui a un énorme potentiel d'impact. Et on peut pas prendre le risque, même si c'est 1% de risque. Tu sais, le risque, c'est toujours l'intersection des effets et de la probabilité. Donc, même si la probabilité est basse, les effets sont très élevés. Donc, le risque reste important. Donc, il dit ça depuis l'époque. Il a lancé OpenAI. Il a lancé Tesla est une boîte d'intelligence artificielle. Et de façon répétitive, Double Down amplifie ses messages et ses investissements et ses décisions sur l'intelligence artificielle. OpenAI, on l'a dit. Neuralink est une forme d'assurance pour un monde d'intelligence artificielle générale. Donc voilà, Elon Musk est définitivement un des gros joueurs sur les narratifs d'intelligence artificielle, avec un narratif relativement négatif. Donc d'un côté, il dit c'est l'abondance, de fait. Lui, il décrit la technologie, il te dit la courbe est claire, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas à son aboutissement, c'est-à-dire dépasser l'intelligence humaine. Les conséquences sont nécessairement une forme d'abondance et nécessairement un risque important. Donc, il faut travailler dans cet arc-là. Donc, son narratif est simple finalement, c'est un narratif qui est descriptif et qui est quelque part inévitable. Et tous les débats sont un petit peu flous. Et pour terminer, qui d'autre a un narratif sur l'AI pas grand monde en fait. Après, tu as toutes sortes de players, mais qui sont plus focalisés crypto. Et les États, finalement, je les compte même pas parce qu'ils ont des logiciels de décision, mais ils n'ont pas de vision prophétique, de gros narratifs. C'est ça qui me fascine, on sait ce qu'ils veulent faire, mais la Chine ne dit pas allez tous ensemble. Si, peut-être que la Chine dit on va créer de la stabilité et de la paix par le contrôle, et vous savez, c'est tout à fait possible parce qu'on a les AI, ça va nous aider. C'est à peu près ça. Tu vois ce qui m'a intrigué dans ces reportages que j'ai regardés, parce qu'il y a beaucoup de morceaux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir un Kennedy qui te dit bon, allez, moi, allez vous faire foutre. Le mec, il est vénère. Il dit bon, les Russes, ils m'ont saoulé. Dans 10 ans, on met. Ah non, tu parles de l'original. Non, tu parlais de celui qui est en campagne aujourd'hui. Non, pardon. Le Kennedy, l'original, qui dit dans 10 ans, on met un mec sur la Lune, les Russes m'ont gavé, l'URSS m'a gavé. T'as Reagan qui continue, qui dit ouais, c'est bon, ça m'a saoulé, vous savez quoi, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Des lasers. Ouais, parce que finalement, Reagan, tu vois, il a en fait, ce qui est intéressant, quand tu plonges. Tu sais, parce que je trouve marrant dans les reportages que je regarde, c'est drôle parce qu'en fait, c'est pas la construction. Parce que tu me taquines souvent sur Arte et ça m'a incité à regarder comment je regardais. Et en fait, je regarde pas la façon dont ils construisent le truc. J'ai juste besoin je prends les morceaux qui m'intéressent. Et ces morceaux-là, après, je vais dans YouTube pour aller regarder in extenso. Parce qu'évidemment, la construction de plusieurs extrêmes mis bout à bout crée une situation où c'est Arte, et par définition, ils ont de très bonnes séries. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont de très bonnes séries. Mais c'est assez anxiogène, en fait. Il y a quand même un côté toujours super anxiogène. Et donc, si tu enlèves ce côté anxiogène... Qui sont assez marqués et assez persistants. Ouais, mais par contre, il y a des trucs, enfin, faut savoir faire le tri, mais c'est comme tout ce que tu regardes comme information. Faut avoir tes filtres et ta capacité à trier. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Kennedy et Ronald Reagan qui revient en disant, OK, les gars, finalement, Reagan lance, on va sur Mars. Et c'est dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que quand tu reprends ce moment-là, c'est les mêmes postures. T'as Reagan qui fait son Kennedy de, ouais, les gars, je préviens moi, mais les gars, non, allez. Alors,
à la fin ne peux du que siècle, je sais rebondir pas sur quoi. ça parce que c'est hyper intéressant. Mais Regarde. personne ne le fait en fait. Tu vois, c'est Exactement. Musk qui prend le truc en fait. Et bien après, et il le bien prend après. parce que personne ne le fait. Alors pour le coup, ça c'est un schéma typique chez Musk. Personne ne le fait, personne ne le fait, personne ne le fait. Bon bah j'y vais. Et il le fait aussi à des plus petites échelles. Chez Tesla, il dit minez du lithium. On va acheter tout votre lithium. On a besoin de lithium. Et 5 ans plus tard, personne mine du lithium. Bon, on va miner du lithium. Pareil pour les chargeurs. Et en ce moment, tout le monde est en train de se mettre sur. Ils avaient tellement prévu le coup Tesla que leur chargeur s'appelle pas chargeur Tesla, il s'appelle Standard Amérique du Nord. Et c'est en train de devenir le Standard Amérique du Nord. Bah ouais, c'est en train de devenir le standard. Je reviens sur cette partie-là, Reagan versus Kennedy, c'est hyper intéressant. Même posture, comme tu dis. Mais même posture, on s'en fout des postures. Il faut que le narratif corresponde à des faits matériels avec les bons ordres de grandeur. On se moque beaucoup des écolos qui ne comprennent pas les ordres de grandeur. Et Arte est probablement un des coupables. Écolo allemand. Regardez-nous. Les ordres de grandeur, je parlais tout à l'heure des 90% de masse en orbite. Il faut la bonne métrique, et là on est quand même sur un podcast de gestion d'entreprise et de marketing. On travaille avec des métriques, il faut la bonne métrique, et il faut comprendre ces ordres de grandeur. Si on veut envoyer des gens sur la Lune ou sur Mars, il faut comprendre ce que ça veut dire en termes de milliards, en termes de nombre de personnes, en termes de surface, de litres de carburant, de tonnes de matériaux, de distance. Oui. Quelqu'un l'autre jour me dit ouais, ok, on était en cours de parapente, cours théorique, et le prof dit pourquoi il fait plus chaud comment c'était? Je crois que c'est pourquoi il fait plus chaud sous les tropiques ou un truc comme ça. L'autre fait avec l'inclinaison de la Terre, on est plus loin du soleil dans le nord que. Tu vois? Ou un truc dur. Ah non, c'est pas ça. Pourquoi il fait plus d'UV en altitude Ouais, un truc lié à l'altitude. C'était l'altitude. Et le mec dit t'es plus près du soleil. Calme-toi 2 secondes. Le soleil, c'est 150 millions de kilomètres. T'as gagné 4 kilomètres ou même 10 kilomètres ou même 100 kilomètres en altitude. En pourcentage, c'est rien. Donc non, c'est autre chose. Cherche encore, tu vois. Donc les ordres de grandeur, c'est important. Les quantités, Et donc, quand quelqu'un te dit on va sur la Lune à la fin des années 60, mais que derrière il aligne 100 milliards et qu'il abolit toutes les barrières, toutes les régulations, parce que ça aussi, ça fait partie des ordres de grandeur. Quand tout est lent, rien ne marche. Les choses s'accumulent. Okay, donc quand quelqu'un lance ça comme l'a fait Kennedy et il va vraiment avec l'argent qui va bien, avec les cartes blanches qui vont bien, les choses se font. Quand quelqu'un fait la même chose sur quelque chose qui est 100 fois plus complexe, parce qu'elle est sur Mars, c'est au moins 100 fois plus dur qu'elle est sur la Lune, peut-être 1000, probablement 1000, et que derrière il aligne moins de ressources, parce que j'ai pas été voir, mais je suis prêt à parier qu'il a aligné moins de ressources que pour aller sur la Lune, qu'entre-temps, la NASA s'est engraissée et complexifiée, les gens qui fournissent la NASA également, l'État américain peut-être aussi, après tout c'était le programme de Reagan d'alléger un peu l'État, donc c'est que l'État avait dû s'alourdir depuis Kennedy. Okay. Donc, d'un côté, tout est plus compliqué. De deux, l'objectif est plus compliqué. De trois, on aligne moins de ressources. Tu vois bien qu'à posture égale, les choses ne peuvent pas arriver de la même façon. Tu sais, il y a 2 trucs parce que il y a pas cet été. C'est vraiment d'entreprise. Tout ce que je viens de dire est vraiment d'entreprise. Non, mais c'est pour ça, on va revenir là-dessus. C'est très intéressant parce que quelqu'un me dit moi, je veux faire 1 milliard. Et j'ai eu ce petit sur un tweet, quelqu'un disait ok, tu gagnes 1 euro par seconde. Il te faut 11 jours pour être millionnaire. Il te faut 31 ans pour être milliardaire. Tu vois, et ces notions d'ordre de grandeur, tu vois, parce que tu dis, ouais, millionnaire, milliardaire, kiff, bourricot, quoi. Tu dis, non, reviens sur Terre. Bourricot, ouais. Et t'as pas accès à la même chose, tu fais pas les mêmes choses quand t'es millionnaire et quand t'es milliardaire, même si t'es multimillionnaire. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et tu parles de complexité, tu parles de ça parce que, en attendant, ces derniers temps, de façon très concrète, je me suis retrouvé bloqué. Je connecte les points au fur et à mesure. Hein. J'ai revu une vieille vidéo de Jean de la Roche-Brochard qui parle product dans une conf, la product conf ou un truc dans le genre. Le mot produit est interdit en français maintenant. Qui sort son framework de NPE. Narrative, Primitive, Enablers. Et il reprend Tinder, LinkedIn, Snapchat, Facebook, je ne sais plus quoi d'autre, et Zenly. Il dit voilà,
c'est quoi le narratif? Alors, pour le LinkedIn, par exemple, il dit le narratif clairement pour LinkedIn, c'est un concours d'ego, c'est se comparer aux autres, d'accord? Ce qu'il appelle la primitive dans le produit, c'est le profil. Sur LinkedIn, la primitive, c'est le produit, c'est le profil, pardon. Le truc principal, on va dire, pour faire un petit peu de raccourci, c'est le profil. Et tu remarqueras que tous les experts LinkedIn, ils te parlent de ton profil, ton profil, ton profil. Et ce qu'il appelle les enablers, ça va être Sales Navigator, les trucs de recrutement, etc., etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'ils mettent au centre de tout le narratif. Et il te dit le problème de beaucoup de SaaS, de produits, c'est d'un seul coup de devenir complexe, de s'éparpiller, de rajouter de la feature et de perdre complètement son narratif. Et il prend l'exemple de Facebook qui dit, et c'était il y a 3 ans, qui dit Facebook c'est devenu un gros bordel, alors qu'avant c'était très clair. Il dit ça s'appelle quand même Facebook et c'est devenu plein de choses, une grosse usine à gaz. D'accord? Et en fait, quand j'entends ces trucs d'IA, c'est marrant parce que j'ai joué cet été, j'avais dit que je m'amuserais avec Notion, que j'allais mettre plein de trucs dans Notion, etc. Et puis je suis toujours troublé parce que je te vois, tu m'envoies plein de screenshots sur tes super discussions avec ton pote ChatGPT. Et moi je me dis, putain, je n'utilise pas du tout le truc d'IA directement. Mais mon logiciel photo, hier, je me faisais la remarque, je dis, il n'y a toujours pas une IA qui va être capable de m'aider à faire l'editing de mes photos. J'aimerais avoir un assistant pour faire ce travail d'editing. Il n'y a pas un Lightroom AI? Alors, c'est basique, franchement. Sur Photoshop, aujourd'hui, la partie prompt dans l'image pour rajouter, etc., c'est de mieux en mieux. Donc, pour faire de la post-prod, en fait, l'IA est vraiment très bien. Alors, c'est étonnant que pour l'editing... en fait, ce que j'appelle editing, c'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, pour retravailler une image, vraiment post-production, je me suis livré un exercice, je digresse encore, mais j'ai repris des photos d'il y a 20 ans, il y a 2001. Donc ça fait 22 ans. J'ai acheté mon premier numérique, appareil photo réflexe numérique, un Nikon D100, que j'ai payé 2000 € à l'époque. Je l'ai acheté le 15 juillet 2001. Donc évidemment, un peu plus de 20 ans après, je reprends mes photos et avant, il fallait prendre Photoshop, travailler des courbes, des machins, enfin tout était compliqué pour faire de la post-production d'images. Aujourd'hui, j'ai repris toutes mes images, tu cliques, tu te dis what the fuck, en 1 minute, le bordel, il m'a fait économiser des heures de travail de post-prod. Donc la partie post-prod, l'IA, les algos sont vraiment beaucoup plus puissants, performants, etc. Il y a même une app vraiment très sympa. Je donne, alors c'est valable quand tu as tes photographes de mariage. Franchement, tu arrives, tu prends 2500 photos, tu les tries, tu en gardes 500, tu dois tout retoucher, ça te prend une demi-journée. Aujourd'hui, tu lui dis, tiens, voilà un reportage de mariage que j'ai fait à ma sauce, tu lui envoies, et après, quand tu lui envoies un nouveau reportage, il te le refait à la manière de José Lito Tirados. Il connaît tes habitudes de recadrage, il interprète ta banque d'images. J'ai plus le nom de cet outil-là, je l'ai chopé sur YouTube, il faudra que je te le donne pour... Du feu de Dieu. Alors, tu payes à l'image, mais finalement, tu dis, ok, j'ai un set de 500 photos, ça va me coûter 200 $, mais ça me prend une demi-journée quand je dois faire la post-prod d'un reportage de mariage, ça prend un temps infini. Donc là-dessus, tu sens que l'IA fait beaucoup de travail. Par contre, j'ai 2000 photos de voyage, je suis un artiste et je veux trier pour raconter une histoire. L'IA, c'est encore très compliqué. J'en rêve. Ça va venir, ça va venir. Mais ça vient, c'est ça qui est fascinant. Et alors, c'est ça qui est intéressant, Philippe, c'est que et tu vois ça vient, pas de doute sur le fait que ça vient. Et de l'autre côté, j'entends des dirigeants d'entreprise que je trouve aujourd'hui très goguenard, très léger. C'est-à-dire que soit ils te disent mon Dieu, au secours, on va tous mourir, ça va mal finir de toute façon, Terminator. Ok, ouais, why not? Pourquoi pas? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. On disait tout à l'heure, peut-être. Peut-être. Soit c'est ouais, c'est génial, on va tous avoir un revenu universel, on va arrêter de bosser, et puis de toute façon, le changement climatique, on ne pourra pas faire face si on n'a pas d'IA.
Peut-être. Je pense que les deux sont vrais, au moins selon certaines probabilités. Les au deux moins sont avec une vrais, probabilité non nulle. mais entre les deux, qu'est-ce qu'on fait le là, résultat de toutes mes pérégrinations, de toutes mes réflexions, parce que j'ai passé une dizaine de jours à bouffer. J'arrivais pas à produire ces 10 derniers jours, donc j'ai mangé. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis inductif, c'est pas grave. Et ça m'a encore plus marqué, parce que ça fait des années que tu parles de branding, que tu parles de narratif. C'est quelque chose que moi, j'avais pas intégré. Ça m'a fait rire, hein, je reviendrai là-dessus, mais j'ai un fan qui m'a offert un porte-clés. Voilà. Alors, on le voit à l'envers, évidemment, mais ça crée du concret. Ça donne du concret à quelque chose. Ça fait qu'au fur et à mesure, ce qui est juste une idée ou un concept, s'ancre et prend forme. Je trouve que... alors, ça a dû couper un petit peu. Tu reviens, voilà. Je trouve que... comment on fait aujourd'hui? Il y a deux choses qui m'intriguent. C'est que dans les PME, hein, je ne parle pas des grands groupes, hein, dans les PME, on manque cruellement de narratif. On manque cruellement de leadership. Et j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de laisser clairement passer le sujet IA, mais d'une force. C'est-à-dire que là, le train, il passe, et on est complètement figé. Et quand je dis on, c'est parce que, je sais pas, j'ai eu des dizaines, je sais pas, 20 conversations, là, durant la période estivale, où il n'y a rien, quoi. C'est un non-sujet, quoi. Ça me fascine. Ça me fascine qu'on se jette pas dessus collectivement. C'est là que j'ai bien aimé justement les interviews de Sam Altman et le mec de Stable Diffusion dont j'ai oublié le nom. Tous les deux pouvaient articuler des visions relativement claires. Alors de nouveau, hein, j'ai oublié l'une des deux, donc c'est pas bon signe. Ça vient, c'est tout frais. Voilà. En fait. Pour le coup, elles sont un peu plus utiles que celles de Musk parce qu'elles sont applicables à petite échelle à court terme, un peu moins prophétiques. Donc elles ont moins de puissance à long terme et d'entraînement et de création de nouvelles choses. Et aussi de prévention de problèmes de grande ampleur. Par contre, à l'échelle individuelle, à l'échelle de PME, etc., ça permet plus facilement de prévoir. Donc l'un qui te dit le coût de l'intelligence va baisser et l'autre, de nouveau, j'ai oublié malheureusement. Mais juste se dire le coût de l'intelligence va baisser et ensuite jouer avec les outils d'une part et croiser nos activités avec ce qu'on commence à comprendre des outils et juste la logique d'intelligence et de se dire ok, dans l'échelle de la difficulté, de la complexité de l'intelligence, à quel délai je peux m'attendre et à quel niveau, à différents délais, je peux m'attendre à ce que des outils puissent prendre en charge certaines de ces tâches et comment je suis capable de découper ces tâches pour en effet les confier à ces outils. Donc avec une logique comme celle-là, on peut assez bien se préparer et commencer à mettre des choses en place. Toi, tu le fais quotidiennement. Ouais. J'ai déjà intégré il y a même plusieurs mois des choses dans mon outil qui sont... Certaines d'entre elles sont utilisées vraiment complètement automatiquement, marchent très bien. Et alors, une astuce que j'ai partagée quand j'étais à Londres, là, tout le monde s'obsède sur la génération, je te perds un mais il peu, faut penser à la classification. Pardon, je t'ai perdu. Ouais, ça coupe tout le temps, mais avec l'outil, ça va. Les deux enregistrements devraient être impeccables anyway, malheureusement. On touche à la fin. Donc, tout le monde s'obsède sur la génération, mais la classification est probablement plus accessible aujourd'hui et probablement plus utile. Donc, générer du texte à l'infini, très bien, mais bon, on voit bien que c'est pas très soutenable et que c'est un peu une phase un peu spéciale qui va continuer. Mais si on joue avec la classification, par contre, c'est quelque chose qui est immédiatement utile, qui marche déjà très bien avec les LLM, type ChatGPT ou GPT. Et avec l'API GPT, on peut envoyer des listes de catégories et des choses à classifier, et ça marche très très bien. Et ça fait en effet gagner beaucoup de temps. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant, qui était possible que par un humain, quasiment. En tout cas, à l'échelle d'entreprises comme les nôtres, on n'a pas des gros moyens technologiques. Et là, aujourd'hui, pour nous, ça coûte rien de faire de la classification. C'est très facile à mettre en œuvre, et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, plein de petits trucs comme ça, ce que tu décrivais pour la photo, et tout l'aspect créatif. L'aspect génératif,
je pense qu'on va pas faire notre prompt battle aujourd'hui parce qu'on l'a pas trop préparé, mais on va se poser ensemble devant GPT et voir comment sortir des choses plus ou moins travaillées. Et par exemple, on l'avait fait l'autre jour des pseudo-interview job to be done. J'avais des idées comme, je sais pas, donne-moi une liste de 10 choses qui sont évidentes pour moi, mais qui ne sont pas pour mon client, en ayant fourni un peu de contexte. Plein de trucs comme ça, utiliser des frameworks d'écriture, de création de produits, d'empathie, expliquer des concepts, simplifier la façon dont on écrit quelque chose pour expliquer un concept, enrichir une FAQ. C'est un système qui est probabiliste aussi, le LLM, Large Language Model, donc des outils comme GPT. Et donc, comme c'est probabiliste, il a tendance à te donner les réponses les plus fréquentes, surtout si tu le pousses pas dans une niche. Donc, pour tous des outils comme FAQ, et les FAQ sont hyper utiles, si vous regardez Amazon avec leur méthode PR FAQ, c'est une très bonne façon de décrire les choses, une FAQ, et de se mettre à la place du client. Où est la surprise, où est l'évidence, comment on se comprend. Et donc, comme cet outil est, je disais, probabiliste, en général, il est assez fort à deviner les choses que les gens veulent savoir en général. Alors avec tous les biais des contenus avec lesquels il était nourri, mais dans l'ensemble, surtout GPT-4, marche très bien pour ça. Donc voilà, comprenez les questions auxquelles les gens ont besoin de réponses. Ça paraît trivial, mais d'expérience, on se retrouve toujours 3 ans après avoir bossé 3 ans sur un business, avec des gens qui bossent depuis 20 ans sur leur business, et à se dire, on n'a pas traité cette question. Et on fait, non, ah bah non. Je sais pas, on est sur un truc de yacht depuis 3 ans, eux ils y sont depuis 20 ans, on n'a pas un truc sur le mal de mer dans le site. Lol. Excellent. Mais c'est tout le temps. Et Ouais, là pour le vrai, coup ouais. GPT, alors je crois qu'il n'a pas parlé du mal de mer, mais par contre il va te donner, donc ça enrichit vraiment des travaux qu'on faisait avec des personnes du X, donc avec Shantisha notamment qui a fait beaucoup du X, la méthode GDD. Et c'est des choses, tu vois, quand on croise le produit et le marketing et le contenu et l'inbound, et c'était un petit peu la logique aussi du growth marketing. Au moins, un des aspects du growth marketing, c'était un peu ce croisement-là, ce qu'avait proposé HubSpot avec la méthode GDD il y a 5 ans, un peu plus. Donc on retrouve toutes ces activités-là en utilisant GPT, ça marche très bien. Donc on pourra faire des tests. Je pense qu'il faut le préparer pour que ce soit vraiment sympa. Donc, commentez, envoyez vos questions. Comment faire l'une ou l'autre chose avec les outils AI. J'ai hâte. Ce que je veux dire. Ouais. T'en avais toi sinon des... T'avais des choses là que tu voulais tester sur GPT? Non, là j'ai rien qui me vient en tête. Bon, et puis j'avais un autre sujet. Tu me disais là que tu t'es nourri au lieu de produire. Donc j'avais un autre sujet qu'on gardera pour un prochain épisode qui est le mini framework exploration, et qui marche très bien pour à la fois le parapente, l'ingénierie et l'entrepreneuriat. Et puis qui pourra t'aider à te sentir mieux par rapport à mes tests d'arrière-plan. Qui me dérange pas tes tests. Hein. Je te laisse le mot de la fin. Ça me fait toujours rire. On va les laisser comme ça. Donc d'un seul coup, les spectateurs vont se retrouver en mode mais de quoi ils parlent? Au contraire, allez. On m'a déjà reproché les private jokes. C'est la fin de l'épisode. Personne n'a suivi jusque-là de toute façon. Non, allez, plus sérieusement, conclue, vu que tu as lancé un sujet à l'aveugle, sur lequel je n'étais pas préparé, mais qui m'a bien inspiré. Ouais, j'ai vu ça. Leadership et vision. Je pense que... Je fais attention au cadrage vraiment du sujet, c'est-à-dire attention à la formulation parce qu'on va vite dans quelque chose de négatif. Les gens adorent ces narratifs de machin à voler bidule, de machin. Tu vois, c'est l'idée que... donc, il y a beaucoup de débats sur le rôle des grands hommes. J'utilise un terme qui est utilisé en histoire. Et c'est des débats qui sont sains, mais il faut les prendre de façon un peu plus neutre. Parce que le narratif du vol, de l'appropriation, de l'exploitation est tellement attirant, tellement facile, qu'il empêche de voir la réalité des choses et de
peut-être améliorer la façon dont on traite ces sujets. Mais ça coupe vraiment beaucoup, c'est pour ça aussi que je veux finir l'épisode. Je te donne ma conclusion. Ma conclusion est qu'aujourd'hui, mais tu as raison de préciser, de recadrer, parce que il y a un vrai sujet j'allais dire encore plus maintenant, c'est toujours la même chose en fait. J'ai envie vraiment d'exhorter les dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui aujourd'hui, pour moi, mes clients, mes interlocuteurs sont des CEO français, sont des dirigeantes et dirigeants français de PME, de SaaS. Prenez vraiment le temps, et j'ai eu de très belles conversations aussi cet été avec des dirigeants de belles PME, de faire votre job. Et votre job, c'est justement travailler sur la vision, travailler le narratif. Le laissez pas comme ça en jachère, le laissez pas aux mains de n'importe qui. Vous n'avez plus le droit. Mais je suis vraiment affirmatif là-dessus en fait. On n'a plus le droit de se contenter de dire ma marque c'est juste un logo quoi. Non, c'est fini. Ça c'était je sais pas dans quel siècle, mais maintenant il faut vraiment travailler cette vision-là et utiliser l'IA pour ça justement, pour aller checker de la data, pour faire tout un tas de choses, pour challenger certaines hypothèses parce que sinon, là ça va vite, hein, ça va très vite, donc c'est une bonne crise en fait, c'est quelque chose de bien ce qui est en train de se passer, c'est dur, hein, c'est franchement dur, mais néanmoins, en reprenant Churchill, hein, il ne faut jamais gâcher une bonne crise et profiter de ce moment qui secoue, qui bouscule beaucoup, fort, en profondeur, pour travailler sa vision et travailler son narratif. On en reparlera dans un prochain épisode. Si vous avez une PME bien terrain, bien classique, bien solide et que vous trouvez que la vision, ça n'a vraiment pas d'impact sur une boîte comme la vôtre, mettez-nous en commentaire. On sera... ah oui, carrément. Rejoignez-nous, qu'on en discute. Je suis en train de penser décolletage, secteur primaire, etc. Et à chaque fois, j'ai des contre-exemples qui me viennent. Tu vois, le secteur primaire, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, il faut permettre la transition. Dès que tu as un commentaire sur la transition du thermique à l'électrique, tout le monde ah oui, mais les mines, nanana. Bah oui, il faut miner un peu de matériaux, ouais. Mais bon, le pétrole, il faut le miner aussi. Puis le pétrole, tu le brûles, il va en l'air, puis tu vas en miner plus. Les batteries, tu les mines, tu fabriques ta batterie, puis après tu gardes tes batteries et tu les recycles. C'est pas la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a déjà tout un univers de vision derrière, même du secteur primaire. La mine, c'est polluant, il y a tous les épisodes d'Arte pour vous l'expliquer, et c'est pour ça qu'on arrête les centrales nucléaires allemandes, hein, pour miner un peu plus de charbon, qui ira lui aussi dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas que ça sur Arte, oh là là. Donc il y a Thinkerview aussi qui fait des trucs sur les mines, il y a toujours des petits... voilà, donc il faut miner. Secteur primaire, plein d'enjeux, donc la vision a aussi sa place. Décolletage, parce que c'est ce qui m'est venu. Bon, il y a la guerre en Ukraine en ce moment, donc l'outillage de précision, etc., la souveraineté en la matière, des sujets très importants aussi. Et les sanctions qui marchent ou qui ne marchent pas en Russie passent aussi par la fourniture des machines qui permettent de faire ce type d'outillage de précision. Donc il y a des sujets stratégiques, il y a des sujets de fond, il y a des sujets de vision, il y a des sujets politiques. Derrière des activités très industrielles, tu parlais de marque, etc. Donc des activités qui ne sont pas des activités de marque, mais sur lesquelles il y a quand même des enjeux, des décisions, etc. C'est dommage que la connexion soit pas top, sinon je t'aurais fait un débrief de mon interview de Jobs to be done dans mon local à poubelle avec un professionnel de santé qui m'a dit mais on a raté, on n'a pas su récupérer tous les médecins ukrainiens. C'est les Allemands qui les ont récupérés, pas nous, pas que les Allemands, mais en grande partie, alors qu'ils sont super bien formés et qu'on en manque cruellement. On manque clairement de vision là aussi sur
Encore une blessure auto-infligée si on va du côté politique, parce que le de la santé, c'est un truc de ouf. Ouais, non, mais carrément, c'est un sujet. C'était très intéressant de faire un Jobs to be done dans mon local à poubelle. Eh bien, on garde ça pour la prochaine fois, c'est noté. On garde ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Philippe. Et on verra donc, on l'a dit, on fera une battle de prompt. Yes, battle de prompt. On parlera peut-être parapente aussi une fois hors sujet, hors série. Et puis le framework exploration, exploitation. Cool, j'ai hâte. Allez, à plus. Ciao. Si je trouve le bouton stop. Ah oui, c'est là, stop.